d'accueillir Steve. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà. L'initiative et formation Paris est vraiment enthousiasmée, enchantée. J'ai pas l'adjectif de te recevoir et on est toujours friand des dernières nouveautés scientifiques, de tout ce que tu peux nous apporter comme préconisation, de ce qu'on doit faire et dans la réalité. Et ça, c'est vraiment fantastique. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence. Je suis sûre que vous allez trouver plein de bonnes choses. Je ne le présente pas, c'est marqué en toutes lettres. Là, hein. Vous voyez, pas besoin de te présenter. Hein. Et en tout cas, bonne conférence et merci d'être tous là. Bonne soirée. Merci. Merci de votre présence. Merci aux organisateurs. Mon nom est Steve Masson et je suis professeur au Québec, à l'Université du Québec en Montréal, en fait. Et moi, ma formation initiale est celle d'un enseignant. J'ai enseigné auprès des adolescents et auprès des enfants. Et par la suite, je me suis intéressé au rôle du cerveau en éducation. Donc, le regard que je jette sur les recherches concernant le cerveau, c'est d'abord et avant tout le regard de quelqu'un qui souhaite aider les enfants, aider les apprenants à apprendre et à faciliter cet apprentissage. Donc, c'est pour ça que cette conférence-ci porte le titre « Connaître le cerveau pour aider à apprendre ». De quelle façon cette connaissance sur le cerveau peut nous aider à mieux intervenir pour favoriser l'apprentissage? Et j'ai choisi de structurer la présentation autour de vérité ou neuromythe. Nous avons tous des croyances par rapport à la façon dont le cerveau fonctionne. Donc, tout le monde possède des intuitions sur la façon dont le cerveau fonctionne. On en a tous. Hein? On est nous-mêmes un apprenant. On a nous-mêmes appris à l'école, appris dans notre vie. Et souvent, on a été en contact avec des gens qui ont appris et donc on se fait une idée de la façon dont on apprend et donc de la façon dont le cerveau apprend et se développe. On a tous des intuitions. Et les recherches ont démontré que certaines des intuitions sont tout à fait valables. Les intuitions qu'on peut avoir, ce sont des intuitions pertinentes et compatibles avec le réel fonctionnement du cerveau. Mais certaines de nos intuitions sont non fondées. Sont non fondées par rapport à ce qu'on connaît à l'heure actuelle du fonctionnement cérébral. Alors, on va examiner ces intuitions-là. Si on souhaite aider les apprenants, il faut avoir une idée de la validité de nos intuitions et de nos façons de faire et de nos stratégies qu'on utilise pour aider à apprendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on va examiner 10 affirmations, 10 intuitions qu'on peut avoir sur le fonctionnement cérébral. Certaines de ces intuitions, on peut les qualifier de vérité et d'autres de neuromythes, c'est-à-dire de croyances non fondées sur le fonctionnement cérébral. Lorsqu'on parle de neuromythes, on fait référence donc à des croyances non fondées sur le fonctionnement cérébral. Et ces neuromythes-là, c'est des intuitions qu'on a tous un peu d'une certaine façon. Les neuromythes sont répartis dans toute la population, les gens ont des neuromythes. Et, fait intéressant, le mot neuromythe ne vient pas du domaine de l'éducation ou de l'apprentissage. Le terme neuromythe vient du domaine de la médecine pour décrire les conceptions erronées qu'ont parfois les médecins sur le fonctionnement cérébral. Tout ça pour vous dire que ces croyances, ce n'est pas une problématique typiquement associée au domaine de l'éducation ou de l'enseignement. Non, ce sont des intuitions qu'on peut tous avoir d'une certaine façon. Par contre, quand on essaie d'aider un élève, de connaître la pertinence ou la non-pertinence de ces intuitions, c'est important, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, 10 affirmations, vérité ou neuromythe. Évidemment, si on souhaite classer les affirmations entre appuyées au niveau de nos connaissances scientifiques ou neuromythes, il faut se fixer un critère de sélection pour définir s'il s'agit d'une vérité ou d'un neuromythe. Et donc, il existe des sources d'informations scientifiques puis des sources d'informations moins scientifiques. Moi, j'ai essayé pour cette conférence-là, et j'essaie de le faire de façon générale, de m'appuyer sur les sources scientifiques les plus crédibles. Donc, je vais essayer d'éviter de m'appuyer sur les anecdotes, sur ce qu'on retrouve sur Internet,
ce qu'on retrouve dans les magazines et même ce qu'on retrouve dans les livres. Les livres comme les magazines contiennent souvent des informations très pertinentes. Mais les livres comme les magazines peuvent contenir aussi des neuromythes. Quand certaines intuitions sont très fréquentes et répandues, bien, ces intuitions-là vont se retrouver partout, vont se retrouver dans nos formations, vont se retrouver aussi dans les livres. Donc, il faut jeter un regard critique par rapport aux sources d'informations qu'on nous propose. Tout ce que je vais vous présenter va s'appuyer en fait sur des articles publiés dans des revues scientifiques qui ont été évalués par les pairs qu'on appelle. Une revue scientifique, ce n'est pas une revue comme Cerveau et Psycho. Ça, c'est une revue de vulgarisation scientifique. Une revue scientifique, c'est une revue où les chercheurs soumettent un article. Souvent, les chercheurs vont faire une étude, vont collecter les données, vont analyser les données et vont soumettre l'article à une revue scientifique. Et la revue scientifique va faire évaluer le contenu de l'article. Donc, l'article va être envoyé à 2 ou 3 des plus grands experts au monde d'un domaine, habituellement, et chacun de ces experts-là va remettre un rapport. Un rapport disant si l'étude est pertinente, si la méthodologie est bonne, si les conclusions découlent réellement des données présentées. Ce qu'on retrouve donc dans les revues scientifiques, ça a passé un travail à travers un processus d'évaluation et de sélection. Dans les grandes revues scientifiques, jusqu'à 90% des articles sont rejetés. Non pas parce qu'ils sont complètement erronés, mais parce qu'ils ont certaines faiblesses. Et donc, le processus d'évaluation fait en sorte que les articles moins solidement appuyés par la recherche, par une méthodologie rigoureuse, bien, sont évacués, sont exclus de ces revues scientifiques-là. Donc, je vais me fier surtout à ce qu'on retrouve dans les revues scientifiques. Par contre, il faut convenir que ce qu'on retrouve dans les revues scientifiques, ce n'est pas toujours parfait. Il y a des revues meilleures que d'autres, puis il y a des articles qui, bien qu'ils passent à travers le processus de sélection, comportent quand même des faiblesses. Et en fait, chaque étude, chaque article comporte des forces et des faiblesses. Donc, c'est imparfait. Sauf que si on a à choisir un critère pour distinguer vérité et neuromythe, ça me paraît le critère le plus intéressant, le plus pertinent, de tenter de s'appuyer essentiellement sur des articles scientifiques. Et c'est ce que je vais faire. On va examiner pour chacune des affirmations ce que disent les articles scientifiques.